Waldman, qui est professeur de lettres à Buenos Aires. Alors, moi, j'ai invité. Tu présentes tout le monde ou... Vite fait, j'attends quelques D'accord. minutes encore parce qu'il y a tes élèves qui ne sont pas là, non? Alors, je renvoie quelques-uns. Je leur avais demandé de mettre BA pour qu'on sache que Oui, c'est c'est une des bonne élèves idée. de Super. deux classes. Ouais. Monsieur Primo, bonjour. Nicolas Primo, qui est professeur de lettres à Buenos Aires aussi. Bonjour. J'aimerais bien que les élèves puissent mettre leur caméra là maintenant. C'est assez désagréable de parler à des petits écrans noirs. S'il vous plaît, vous faites un petit effort. Merci Gabriel. Super. Merci, Merci. Gabriel. Merci, Lana. Et notre collègue de Rio. Salut Frédéric. Salut, Frédéric. Bonjour depuis Rio de Janeiro. Ah Fatima, quel plaisir. Bonjour, enchantée. Très contente d'être ici aujourd'hui. Ah, puis en plus, on a des super lycéens de partout, d'Amérique du Sud. Ouais, de Montevideo, il n'y en a qu'un pour le moment. Comment ça se fait? Ils sont où les autres? Alors Lola, moi je viens de renvoyer un message, le lien Zoom en fait aux élèves. Donc j'espère qu'ils vont arriver. Bon, cela dit, il y a 1 minute, puis il faut compter sur les 10 minutes argentines. Donc ils vont aussi, arriver. Il y a aussi, Nicolas, de la relativité du temps. Alors par chez vous en Argentine, c'est ça? C'est sud-américain, ouais, j'ai l'impression. Ah, j'adore, ils ont bien raison. Bon, n'hésitez pas à allumer vos caméras. Hein. Paola, bonjour. Paola, tu peux rajouter MVD à ton nom pour qu'on sache que tu es de Montevideo? Oui. Allez, voilà. Ouais. Alors, les élèves de Buenos Aires, est-ce que vous pourriez mettre BA à votre nom, comme ça on sait d'où vous venez? Est-ce qu'il y a des élèves de Rio qui sont là aujourd'hui? Frédéric, tu sais? Gabriella est là. Oui, oui, j'en vois. Hein. Je vais leur dire effectivement que chacun mette son lycée quand même Okay, pour super. recevoir Fatima depuis… Vous êtes où, Fatima? Actuellement, je suis à Chelles. C'est une ville à côté de Clichy-sous-Bois. Je suis chez ma sœur. Super. Donc, un peu de soleil pour Fatima. Il a l'air de faire bon là-bas. Ici, ça caille un petit peu à Buenos Aires. C'est l'automne. Ici, on a de la chance. Mais ça ne va pas tarder à changer de temps. Là. Voilà, il y a Chloé Michaudel qui est là, qui est prof de lettres à Montevideo. Chloé, est-ce que tu peux rajouter MVD après ton nom et Lucia aussi, Lucia Iriarte, tu peux rajouter MVD après ton nom pour qu'on sache que tu es de Montevideo? Monsieur Jean-François Lagu qui nous a rejoint, proviseur adjoint de Buenos Aires, Montevideo. Bonjour, oui, Lola, non, écoutez, je ne suis pas encore à Montevideo. Et bonjour à tous. Bonjour Jean-François. Alors, on y va. Les retardataires prendront le train en marche. Donc, je refais un petit tour de présentation pour tout le monde. Nous sommes, nous, ici, 3 membres de l'équipe du Primacondo, Nathalie Grumbach, moi-même et Frédéric du lycée Molière de Rio, donc de Montevideo, Buenos Aires et Rio, respectivement. Nous avons plusieurs professeurs de lettres, Deborah Waldman avec sa classe de Buenos Aires, Nicolas Primo avec sa classe aussi de Buenos Aires. Et je n'ai pas retenu le nom de tes collègues, Nathalie, de Montevideo. Chloé Michaudel. Et puis tout à l'heure, Emma Nieto va nous rejoindre. Formidable. Monsieur Jean-François Lagu, proviseur adjoint de Buenos Aires. Est-ce que j'en oublie? Nous avons Hélène qui est participante régulière de ces rencontres, qui est donc chargée de communication à Rio. Et Fatima Das, notre invitée spéciale du jour, pour nous parler de son livre « La petite dernière ». Donc, nous, au Primacondo, c'est une initiative donc, qui a démarré cette année, c'est la première édition du Primacondo.
C'est une initiative qui est née l'année dernière en pleine pandémie entre professeurs documentalistes de la zone. On avait très envie de créer un projet qui rassemble et qui ouvre de nouveaux horizons pour les années à venir, un projet qui soit aussi compatible avec l'état actuel de la société, des choses. L'actualité sanitaire ne nous aidant pas trop, mais la littérature est toujours un refuge dans ces cas-là indispensable. Donc, on a décidé ensemble de lire une cinquantaine de livres de la rentrée littéraire de 2020 et de choisir entre professeurs documentalistes les livres qui nous semblaient les plus intéressants, les plus critiques aussi, aux styles les plus divers de la langue française à proposer aux élèves de seconde de plusieurs établissements de la zone d'Amérique du Sud. Donc, on a choisi, nous, votre livre, Fatima, parce qu'il nous a semblé que c'était vraiment une fenêtre ouverte vers une société parisienne et de banlieue parisienne que les élèves ne connaissent en général pas du tout. C'est un univers qui est complètement étranger pour eux. Mais d'un autre côté, il nous a semblé aussi tellement fort dans la quête identitaire qu'il présente qu'on a trouvé que c'était aussi un thème qui pouvait les toucher fortement à l'adolescence, où justement on est souvent très tiraillé entre plusieurs identités. On ne sait pas où on se trouve, on ne sait pas comment on s'appelle, ni qui on est. En général, c'est le grand chamboulement. Donc, entre cette étrangeté et ces points en commun, on a trouvé que c'était très intéressant à faire étudier aux élèves. Donc, pour commencer, alors, je n'ai pas du tout l'œil sur le chat, je suis désolée. Je jette un petit coup d'œil, voilà, si quelqu'un peut me seconder dans cette tâche. Ouais, on te tiendra au courant, Lola. Okay. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup aux élèves et aux enseignants qui sont lancés dans ce projet qui nous tient énormément à cœur. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on vous reçoit et on a l'impression comme ça de renouer avec les principes même d'Internet qui étaient de relier les gens. Enfin, des bonnes occasions de faire des Zooms. Voilà. Donc, Fatima, vous êtes née en 1995 en banlieue parisienne, à Saint-Germain-en-Laye. Donc, moi-même étant de banlieue parisienne, tous ces noms me sonnent. Chelles aussi, forcément. Donc, vous êtes née dans une famille d'origine algérienne. Vous êtes la dernière de votre famille, de votre fratrie. Adolescente, vous vous retrouvez tiraillée entre l'homosexualité et l'islam, qui est le thème principal de votre livre. Vous avez fait un master de création littéraire à Saint-Denis, à Paris 8, et vous vous définissez comme une féministe intersectionnelle. Donc la première question qui nous brûle à toutes et tous les lèvres, c'est un peu est-ce que vous êtes Fatima? Est-ce que vous êtes la Fatima du livre? Merci d'abord pour cette présentation et merci à toutes et à tous d'être ici. Je suis très, très contente de pouvoir renouer différemment. Alors, pour vous répondre, je dirais que je suis un peu cette Fatima-là, mais j'ai aussi l'impression de l'avoir laissée derrière moi. Je dis souvent que je n'ai pas écrit une autobiographie parce que je ne cherchais pas à raconter la vérité de ma vie. Parce que déjà, je trouve que c'est impossible et aussi parce que ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas écrit un journal intime, j'ai voulu raconter une histoire. Donc, bien sûr que cette histoire, elle est née d'abord de mon parcours et de mes sentiments à moi, des sentiments de colère, de révolte, d'amour, de questionnement face à l'identité et aux identités multiples. Donc, c'est né vraiment de ce besoin de dire des choses en fait, que j'avais fait taire en fait, pendant longtemps, en fait, pendant toute mon enfance et pendant toute mon adolescence. Donc, c'est vraiment ce besoin de dire ces choses qui sont restées en moi pendant très longtemps et de formuler cette impossibilité aussi de les dire en passant par l'écriture. Donc cette Fatima, ce personnage-là que j'ai créé, bien sûr qui part de moi, sans être totalement moi. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression d'être différente de ce personnage, d'avoir évolué et d'avoir évolué avec mon personnage aussi. Donc voilà ce que je dirais. Je dirais que c'est... Elle me ressemble, mais je suis contente de m'être débarrassée de certaines choses. Et voilà. C'est donc bien le travail d'écriture qui a permis
de dépasser ou en tout cas de résoudre une partie de cette contradiction entre plusieurs identités, c'est ça? Exactement. En fait, souvent, on parle de contradiction et moi, j'ai l'impression que c'est plus des conflits. En fait, les conflits ne disent pas l'impossibilité. Les conflits, ils disent que c'est en tension avec la société. Donc, ces questions d'identité multiple, d'homosexualité et d'islam, elles sont en tension. Mais en fait, elles ne sont pas contradictoires. C'est ça que raconte ce roman. C'est-à-dire qu'à la fin, on comprend qu'en fait, ces identités ne sont pas contradictoires, elles sont en conflit, elles sont en tension de par la société, de par ce que la société nous renvoie et de par le regard des autres. Mais il n'y a pas de contradiction puisque ce personnage existe, il est vivant, il est vibrant, il est en mouvement. Donc je dirais qu'il n'y a pas de contradiction finalement, c'est dire ça existe, c'est possible, c'est pas contradictoire, c'est en tension. Une dernière petite question de ma part et ensuite je laisserai la parole aux élèves qui ont préparé de multiples questions. Comment est-ce que vous êtes arrivé au féminisme? Je pense que c'est des questions qui sont arrivées très tôt, sans pouvoir formuler ça de cette manière-là, en tout cas sans catégoriser ça de féminisme. Mais moi, je pense qu'à partir de l'adolescence, à partir de la puberté, en fait, je me suis rendu compte que j'étais une fille. Et donc, que si j'étais une fille, j'avais pas les mêmes droits que les garçons. Donc, je pense que ma colère est née à ce moment-là, en fait, où mes questionnements liés au fait que j'étais une femme et à ce que j'allais subir plus tard sont arrivés déjà à l'adolescence, au moment où on m'a dit, en fait, tu es une fille, donc tu n'auras pas les mêmes droits que les autres, tu n'auras pas autant de liberté que les garçons. Ensuite, je crois que ce qui m'a aussi aidé à formuler beaucoup de choses, c'est d'avoir travaillé pendant mes années de lycée sur la loi de pénalisation des clients de prostituées. Ça a été un moment très important et c'est à ce moment-là, en fait, en fin de terminale, que j'ai commencé à me nommer comme féministe. Après ça, il y a eu tout un temps où je cherchais le féminisme qui allait me correspondre, dans lequel j'allais me sentir libre, libérée et entière. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé une place, en quelque sorte, dans le féminisme intersectionnel, qui m'a permis, en fait, d'épouser toutes ces identités que j'évoque, en fait, dans mon roman, dont je parle dans mon roman. Et c'est la possibilité de concilier toutes ces identités sans qu'on nous invisibilise, en fait, sans qu'on nous dise, bon, en fait, tu dois choisir. En fait, j'ai été confrontée à l'idée qu'on allait me réduire à un moment donné, qu'on allait juste me dire, tu es juste une jeune femme, tu es juste maghrébine, tu es juste banlieusarde. Et donc, j'ai voulu trouver vraiment un endroit, un collectif, un ensemble où je pouvais être une femme, mais pas une femme comme on l'attend, d'être lesbienne, d'être musulmane, d'être maghrébine, d'être issue des quartiers populaires et de ne pas en avoir honte. Voilà, ça c'était très important pour moi. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée au féminisme et que je suis arrivée au féminisme intersectionnel. Et pour rappeler ce que c'est le fait fait de subir des discriminations de manière en même temps en fait, en même temps, c'est-à-dire d'être discriminé en même temps parce qu'on est une femme, mais aussi parce qu'on est lesbienne et parce qu'on est musulmane, par exemple. Et ça dépend des endroits et ça dépend des moments. Par exemple, dans le milieu LGBT, ce sera plutôt d'être une femme musulmane ou une femme maghrébine musulmane. Dans la famille, ça va être plutôt d'être lesbienne. Donc ça dépend. Voilà, il y a vraiment un truc de reconnaître qu'on est discriminé à plusieurs endroits en même temps. Parfait, merci. Alors, chers élèves, à vous la parole. Qui se lance? Ah, c'est dur la première question, c'est dur. Quand Fatima écrit à Nina, elle dit une phrase. Parfois, il faut écrire un message, un poème, une chanson, un roman pour faire le deuil d'une histoire. Du coup, en écrivant ce roman, vous avez fait le deuil de Fatima. C'est très intéressant. Je pense qu'en écrivant ce roman et surtout en le publiant,
j'ai eu la sensation de bouger sur beaucoup de choses, en fait. Et au départ, je disais tout le temps, mais non, mais l'écriture, ça change rien dans la vie réelle. Bien sûr, ça permet d'aborder des sujets, ça permet de faire bouger des choses dans la société, mais pas en soi. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que poser ces mots-là, ça m'a fait déjà passer à une autre étape, en fait. Et donc, bien, j'ai vraiment l'impression en tout cas, d'avoir laissé quelque part Fatima. Pas de l'avoir complètement laissé à côté, mais en tout cas d'avoir abandonné certaines parties d'elle et surtout d'avoir essayé de transformer la honte, transformer l'homophobie intériorisée en amour, en fait, en tendresse, en amour, en liberté. Merci Julia pour ta question. Je vous laisse la parole, les élèves. Vous aviez plein de questions super intéressantes à poser. Bonjour, oui, moi j'ai une question. Et oui, est-ce que votre livre est dédié à quelqu'un? Merci pour cette question. Je pense qu'il n'est pas dédié à quelqu'un en particulier. Je pense qu'il est dédié à toutes les personnes qui peuvent se reconnaître dans cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'avoir écrit l'histoire de la petite dernière, l'histoire de Fatima Daz. J'ai l'impression d'avoir écrit une histoire collective, en fait. Une histoire dont on n'a pas entendu parler, mais beaucoup de personnes se sont reconnues dans cette histoire. Alors j'ai l'impression de l'avoir dédié à tout le monde, en fait. De l'avoir dédié à toutes les personnes qui ont eu besoin d'entendre ces mots à un moment donné et qui ne les ont pas trouvés. Dans aucun roman, dans aucun film. Et de dire ça existe. Et c'est à ces personnes que je dédie. Je dédie vraiment à toutes les personnes qui ont été incomprises, qui ont grandi dans la solitude et dans la honte, et qui se sont senties à côté, en fait, et qui ont trouvé de place nulle part. Et donc moi, j'ai envie de dire que la place que j'ai trouvée, c'est dans l'écriture. Merci beaucoup. Et moi, j'ai une question. Et vous venez de dire que vous avez trouvé votre place dans l'écriture. Est-ce que vous pensez publier notre livre? Merci. Alors oui, bien sûr, j'espère en écrire plein d'autres. J'espère que c'est que le début. Et j'ai l'impression d'avoir de plus en plus envie d'écrire, en fait. D'avoir encore plus besoin d'écrire. Et cette expérience, elle a été assez incroyable. La rencontre avec mes lectrices et les lecteurs a été très, très importante et très précieuse pour moi. Donc ça m'a encore plus donné envie d'écrire, de faire lire, de partager. Merci. Par rapport à ça, comment est-ce que vous avez commencé à écrire? Je crois qu'on t'a pas bien entendu, Juana. Tu peux répéter ta question? Comment est-ce que vous avez commencé à écrire? D'accord. Quand j'ai commencé à écrire, c'est bien ça la question? Comment? Alors moi, j'ai commencé à écrire à l'adolescence. Je pense que j'avais 13-14 ans. J'ai commencé à écrire parce que j'arrivais pas à parler, à communiquer avec les autres. Donc j'ai vraiment eu besoin de trouver une manière, en fait, de me parler à moi-même d'abord et ensuite pour pouvoir rentrer en communication avec les autres. Donc j'étais très taiseuse. Étant adolescente, j'étais très taiseuse. Et quand je me suis mise à écrire, c'était vraiment une libération pour moi. Une libération qui a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à parler, à prendre la parole et à échanger de cette manière-là. Et ensuite, donc pendant longtemps, je ne partageais pas mes textes, en fait. Et c'est qu'au lycée que je me suis mise à partager ces textes-là parce que j'ai participé à des ateliers d'écriture dans lesquels on écrivait à plusieurs, dans lesquels on lisait les textes des autres, on faisait lire nos textes. Et c'était une expérience assez riche et importante dans le parcours de l'écriture. C'est-à-dire que sortir du moment de solitude où on est face à son texte et où on se le partage à soi-même pour passer une autre étape de partage, ça a été très important pour moi. Ensuite, j'ai compris à ce moment-là, petit à petit, que
l'écriture, c'était pas seulement quelque chose qui me libérait, quelque chose qui me faisait du bien, quelque chose qui me permettait de m'exprimer, mais c'était devenu plus important. Et donc, je me suis dit que j'avais envie d'en faire, pas un métier, parce que c'est bizarre comme mot, mais en tout cas, j'avais envie que l'écriture ait une place très importante dans ma vie. Et que j'avais envie de faire de la place à l'écriture dans ma vie. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai essayé de faire le master de création littéraire à Paris 8 pour trouver un cadre, parce que j'avais l'habitude d'écrire, mais je terminais jamais mes projets. Et donc, ce master-là, il m'a permis d'avoir un cadre, de m'y tenir et de passer 2 ans à être dans ce projet d'écriture. Voilà. Bonjour, j'ai une question. Vous répétez constamment que vous vous appelez Fatima, que c'est le nom d'un personnage symbolique en islam auquel il faut rendre honneur et qu'il ne faut pas salir. Sentez-vous que le nom vous appartient? Merci pour cette question. Cette répétition et ce besoin de parler du prénom, c'est dû... je pense que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que j'ai choisi ce prénom pour faire porter à mon personnage encore plus de responsabilités. Le poids de ne pas salir son prénom, le poids de devoir lui rendre honneur, etc., pour la famille, pour la religion, etc. C'était une manière pour moi de dire, ce personnage étouffe sous la responsabilité, sous les assignations. Moi, j'ai l'impression que ce personnage-là, en fait, on l'a nommé de cette manière-là. Donc, c'est un poids qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire que ses parents l'ont nommé comme ça, et ça vient de cet héritage-là, de la famille, qui fait qu'elle se sent en conflit. Par ailleurs, j'ai l'impression que petit à petit, elle se défait de cette responsabilité-là. J'ai l'impression que le fait de répéter « je m'appelle Fatima », c'est une manière pour elle de questionner ce prénom, de questionner les assignations, ce à quoi on nous dit « tu dois être ci » ou « tu dois être ça », et qu'à la fin, c'est comme un cri de liberté, en fait. C'est « ok, on m'a dit que j'étais ci, ça, 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 mais moi, je vais être tout ça en même temps, mais je veux aussi un peu tout réformer, en fait, tout changer, tout modifier, tout transformer. » Donc moi, j'ai l'impression que cette charge du prénom, ce poids, il a été transformé. Super, merci beaucoup. Merci Emma. Est-ce qu'il est prévu de faire une mise en voix de vos textes? Quand on lit, on a très envie presque de les déclamer, de le lire à voix haute, de le jouer. Est-ce qu'il y a une adaptation prévue? Alors, il y a une adaptation qui est peut-être prévue au théâtre, mais c'est un peu en suspens, parce que je suis un peu sous l'eau, avec beaucoup de projets divers et variés. Donc, c'est un peu en suspens, mais il y a vraiment des propositions qui vont dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression que oui, ce texte, ce livre, il a vraiment été pensé pour être entendu. Moi, quand je l'ai écrit, c'était vraiment, il faut que je l'entende. En l'écrivant, il faut que je l'entende. Donc, je suis très contente que les gens l'accueillent de cette manière-là. Bonjour, j'avais une question. Comment est-ce que vous y êtes pris pour écrire le livre? Est-ce que vous avez écrit les personnages en premier? C'était de quelle manière? Merci pour cette question. Alors, j'ai l'impression d'avoir écrit de manière continue, c'est-à-dire au départ, je ne savais pas du tout où ça allait aller. Je ne savais pas du tout la forme que ça allait avoir. Donc, je me suis laissée guider par ce personnage que j'apprenais à connaître petit à petit, en fait. Et j'avais envie, donc, très vite de délivrer des informations petit à petit, par petites touches, sans en donner trop, sans en dire trop d'un coup. Et donc, je voulais que l'histoire se raconte un peu comme ça, progressivement, petit à petit,
en même temps que moi, j'apprenais à connaître mon personnage, je me disais que les lecteurs allaient aussi apprendre à connaître ce personnage petit à petit avec moi, comme j'ai pu l'expérimenter dans l'écriture. Donc il y avait vraiment ce besoin d'essayer de saisir ce personnage un peu instable petit à petit. Et il y avait aussi ce besoin de rythme, moi, très vite, qui s'est imposé à moi. C'était de me dire, je veux un texte qui frappe. Je veux un texte qui va rapidement, qui va directement, qui dit beaucoup, mais en peu de mots. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot punchline, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui frappe et qui va vite et qui dit beaucoup. Et avec j'accorde une très forte importance à la musicalité et à l'oralité, qui sont pour moi des manières de toucher le lecteur, mais aussi d'être en lien direct avec ce personnage-là, qui, pour moi, l'existence de mon personnage réside aussi dans le fait que c'est un personnage contemporain, réel, directement lié au réel, en fait, à la société actuelle. Et donc, ça passait aussi par la voix de mon personnage, le besoin aussi de chercher du sens. Il y a beaucoup ce travail-là dans mon texte, il y a beaucoup le travail de définition, de vouloir savoir exactement ce que le mot veut dire, et repartir à son étymologie, et essayer de trouver le plus de sens possible pour savoir à quoi ça raccrocher. Donc même tous les mots choisis, c'était une manière pour moi de dire c'est ce mot et pas un autre. C'est-à-dire, par exemple, c'est un mot mais pas son synonyme. C'est que ce mot qui colle. Et donc c'était très important pour moi d'être dans cette recherche-là, mais ça s'est toujours imposé petit à petit. Donc j'avais rien décidé au début et j'écrivais au fur et à mesure et ça venait à moi. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. Au début de chaque chapitre, vous écrivez quelques lignes qui présentent en quelque sorte Fatima. Quel est l'effet ou peut-être le but de ces lignes présentatrices? Merci pour cette question. Pour moi, il y a beaucoup d'éléments dans ces débuts de chapitre, c'est-à-dire que j'avais à la fois envie de parler des assignations, de parler des étiquettes qu'on nous accole, c'est-à-dire le fait d'être je suis arabe, je suis musulmane, je suis maghrébine, je suis lesbienne, je suis musulmane, etc. C'était à la fois pour parler de ce à quoi les autres nous projettent, ce que les autres projettent sur nous, ces étiquettes-là. Donc, je suis perçue comme une femme, je suis perçue comme lesbienne, je suis perçue comme musulmane, etc. C'était pour venir questionner ces étiquettes et ces assignations, d'abord. Et c'était une manière aussi pour le personnage de savoir, elle, ce qu'elle est sincèrement, ce qu'elle est profondément, ce qu'elle est en train d'être, en fait, pas ce qu'elle est, parce que c'est un personnage qui est en mouvement, donc elle n'est pas, mais elle est en train d'être. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant dans l'écriture et important, c'était de parler d'un personnage qui est en transformation, qui est en mouvement, et qui du coup revient comme ça sur ses identités possibles. Revenir sur les identités, c'était les questionner, les saisir, les retourner, les prendre un peu dans tous les sens et se dire, ok, alors là, je peux dire que je suis ça. Mais je ne suis pas que ça, je suis aussi ça. Ou alors se dire, je suis ça, ah non, je ne suis pas ça. Et c'était très important pour moi dans l'écriture de pouvoir dire, c'est des choses qu'on ne peut pas complètement attraper. C'est-à-dire que c'est très difficile de se définir parce que pour moi, le personnage, il est constamment très fluide et constamment en mouvement, donc on ne peut pas l'attraper en fait. Et ça, j'avais envie de le retranscrire dans l'écriture. Et c'est pour ça que ça revient. Et je pense que ça, au début, je me suis dit, ça peut être redondant. Et c'est possible que je perde mes lecteurs à cause de ça, parce que ça peut ennuyer au bout d'un moment d'avoir cette répétition qui revient. Et finalement, pour moi, c'est une manière d'insister sur ça, parce que c'est le fond du roman et le fond des problèmes, les assignations, la quête d'identité, la quête des identités multiples. Voilà, moi, je pense que c'est ça que j'ai essayé de faire. Ok, bah merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Pensez-vous qu'écrire ce livre qui est relié à votre vie personnelle a été facile? Ça a affecté votre relation personnelle avec les personnes? Ça n'a pas été facile à écrire dans la mesure où, déjà, je pense que l'écriture, c'est pas quelque chose de facile. De se retrouver seul à revivre des événements, même s'ils sont transformés par la fiction, c'est jamais facile. Enfin, j'ai jamais eu l'impression d'écrire quelque chose où je me sentais totalement bien et totalement sereine et totalement libre d'écrire certaines choses.
Donc ça a été difficile d'accoucher tout ça. Ça a été beaucoup de « j'aime pas ce que j'ai écrit », c'est difficile de parler de tel et tel sujet, mais j'ai eu la chance de ne pas penser à la publication et de ne pas penser aux avis des autres. C'est ça qui a libéré aussi et qui a fait que je ne me suis pas censurée dans mon écriture. Et la publication de ce roman, ça n'a pas changé mes liens avec mes proches. Tout le monde ne l'a pas lu dans ma famille. Certaines personnes l'ont lu et ça s'est très bien passé. Et de manière générale, les amis, etc., ça s'est très bien passé en fait. Et je pense qu'en écrivant ce roman, avec toutes les nuances et la complexité qu'il y a, c'est difficile de l'attaquer finalement. Avant de publier ce roman, est-ce que vous aviez peur du coup du regard des autres et peut-être aussi du regard de votre famille? Et comment vous avez fait pour le dépasser la peur? Merci beaucoup pour cette en fait, au moment d'écrire, j'y pensais pas du tout, donc j'avais pas de peur. Quand il allait être publié, déjà, j'avais passé bien 1 mois à faire des interviews pour des journaux, etc. Donc là, je commençais à comprendre je commençais à avoir un regard sur la réception, c'est-à-dire discuter avec des journalistes, c'était une manière pour moi de me dire, voilà ce qu'on perçoit dans mon roman. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on percevait juste homosexualité et islam. Donc très vite, bien sûr, il y a une certaine angoisse qui arrive en se disant, ok, mais si tout le monde le reçoit de cette manière-là, il restera que ces 2 thèmes, qui sont des thèmes qui sont en fait, qui sont des sujets brûlants aujourd'hui en France. Et du coup, je me suis dit, on va en faire quelque chose qui va non seulement me déplaire, mais qui va aussi me mettre en danger, en fait, très clairement. Donc bien sûr que j'ai appréhendé, et je pense que j'avais bien raison d'appréhender. Mais ça m'a pas handicapée, c'est-à-dire ça m'a pas arrêtée en fait. Et comment j'ai fait pour dépasser ça? Ça a été surtout les lectures de mes lectrices et de mes lecteurs qui se sont sentis représentés. Et ça, c'est précieux parce que ça m'a permis de me dire, ok, bien sûr que ça va créer des polémiques, mais je suis ok avec ça parce que de toute façon, si ça crée des polémiques, c'est que ça dérange, c'est que ça remue, c'est que ça questionne. Et que c'est plutôt positif en fait. Si on veut faire bouger les choses aujourd'hui, il faut passer par là. Et donc d'avoir des lectrices et des lecteurs qui m'ont dit merci pour ce roman, je me suis sentie représentée, ça m'a parlé, je me suis reconnue, c'est hyper important aujourd'hui, c'est une histoire que j'aurais voulu lire depuis longtemps. Bah en fait ça a pas de prix quoi. Et ça remplace, ça efface même quasiment tout le reste, toutes les peurs qu'on peut avoir, et ça fait dire en fait, ok, ce que je fais c'est important, ça a du sens, et c'est pas ma petite histoire, mais c'est une histoire collective. Merci. Une autre chose que vous mentionnez dans le poème, c'est que Fatima a de l'asthme. Est-ce que ça a un impact dans sa vie ou généralement? Merci pour cette question. Alors, ça a un impact très vite, en fait. J'ai voulu rallier cette maladie invisible à toutes les questions d'identité. Parce qu'en fait, très vite, on comprend qu'elle ne respire pas comme les autres, donc ça la rend encore, ça la met dans une position, une place qui est à côté, en marge, en dehors, et donc elle se sent encore incomprise parce que c'est une maladie qu'on ne voit pas en fait. Il y a des symptômes, mais on ne voit pas en fait ce qui se passe quand on a du mal à respirer, ça s'explique pas, ça se voit pas, donc on comprend pas. Et donc ça m'avait permis aussi de créer un personnage qui vraiment étouffe parce qu'elle est asthmatique, parce qu'elle respire mal, mais étouffe aussi par le poids de la société, le poids des normes, le poids des codes, le poids des barrières. Et c'était important pour moi de
oui, de parler à cet endroit à la fois dans le rythme, ça permet de montrer vraiment que c'est un personnage qui est en souffrance et qui a besoin de retrouver une respiration et qui en même temps voilà, est à côté parce que, pas comme les autres, parce qu'elle doit aussi apprendre en allant à l'école de l'asthme à respirer comme les autres. Donc il y a vraiment cette idée de norme aussi de je suis pas comme les autres, je respire pas comme eux. En même temps, je suis pas comme les autres parce que je suis pas hétérosexuelle, je suis lesbienne. Je suis pas comme les autres parce que je suis une femme, mais bon, ma part de féminité, parfois, elle est complètement effacée. Donc, il y a tout ce truc qui, pour moi, en fait, tous ces ensembles qui vont ensemble, j'ai envie de dire. Merci. Le roman a été publié dans la collection Noir sur Blanc chez Notabilia. Pourquoi ce choix? Merci pour cette question. Alors, c'est un choix, non-choix, c'est-à-dire que moi, j'ai rencontré mon éditrice, ma future éditrice, à ma soutenance en fait de Master 2 de création littéraire à Saint-Denis. Donc, elle faisait partie du jury et elle avait lu donc mon roman et avait assisté à ma présentation. Et en fait, elle m'a rappelé le lendemain. Et au départ, j'ai mis un peu de temps parce que je voulais prendre le temps d'y réfléchir, mais aussi prendre le temps de revenir sur mon texte et de retravailler. Et en fait, petit à petit, il y a une confiance qui s'est installée et la manière qu'elle avait de regarder mon texte, de lire mon texte, bah, c'était la bonne manière, j'ai envie de dire presque, pour travailler avec un éditeur ou une éditrice. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'installait, une collaboration qui était possible. Donc ça s'est fait très rapidement finalement et ça, du coup, j'ai pas démarché. J'ai rencontré mon éditrice le jour de ma soutenance. Et comment s'est passé du coup ce travail autour du texte? Est-ce qu'il a beaucoup été retouché? Ou est-ce qu'il est presque en l'état tel que vous l'aviez présenté? Bah, il n'est pas non plus... il a été aussi transformé, mais il n'y a pas eu une charge de travail énorme non plus. Je pense qu'il y avait une exigence. L'exigence que j'avais, moi, c'était de me dire il faut que je trouve, que j'arrive en fait à faire en sorte que chaque passage arrive correctement après un autre. Et le sens, non, la place de chaque chapitre, c'était important pour moi de trouver la bonne place. J'avais envie que chaque identité arrive après une autre en fait, et qu'il n'y ait pas des gros blocs juste sur l'islam, des gros blocs à l'école, sur l'adolescence, l'amitié, l'amour, etc. J'avais vraiment envie que ça revienne comme ça, comme quelque chose qui revient, quoi. Un peu circulaire, un peu. Donc ce travail-là, il était important après avoir rencontré mon éditrice. Et il y a eu des ajouts de passages, des ajouts d'écriture, mais c'était pas un travail qui était vraiment incroyable, quoi. Je dirais que moi, ça m'a pas... je me disais pas, en fait, oh là là, tout le travail que j'ai à faire. J'avais plutôt l'impression que ça allait dans la continuité du travail que j'avais déjà commencé. Pensez-vous qu'avoir grandi en France a influencé votre perception de l'islam et votre relation avec l'islam? Oui, je pense que mon rapport à l'islam aurait été complètement différent si j'avais grandi dans un autre pays. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais jamais expérimentées, c'est-à-dire que moi j'habite en France, donc il y a vraiment une tendance islamophobe, même si on a peur de ce mot-là. Donc clairement, j'ai dû faire face à des choses comme grandir dans la honte en fait d'être musulmane, mais grandir aussi même dans la honte que mes parents parlent arabe. Et pour ça, j'ai dû passer par beaucoup d'étapes avant de sortir de cette honte-là, et qui est terrible en fait finalement. Et donc bien sûr que mon rapport à l'islam aurait été complètement différent ailleurs, parce que j'aurais pas subi ce que je subis en France en étant musulmane. Et en revendiquant ça, c'est encore plus gros en fait. Merci beaucoup. J'avais une question. Pourquoi avoir choisi de finir le livre dans cette scène-là à la fin où c'est juste donc Fatima avec sa mère? Est-ce que ça a un symbole ou une signification particulière? Merci pour cette question. Alors moi, c'était très important. Enfin, j'avais l'idée de
commencer le roman, ouvrir le roman avec le royaume et la mer, et le terminer avec le royaume et la mer. Et aussi pour montrer ce qui a bougé du début à la fin, c'est-à-dire que la meilleure manière pour moi de voir comment le personnage il a évolué, à la fois avec soi-même et à la fois avec sa mère et toutes les autres personnages, c'était de commencer par un chapitre, de commencer le livre par voilà comment c'est installé, et voilà le rapport à la mère, à son royaume, à ses filles, à sa famille, et de terminer avec un moment doux. Moi, je trouve que la fin est très douce. Bien sûr qu'on reste dans une espèce de silence et de non-dit. Et d'ailleurs, les non-dits, c'est pas aussi violent que les tabous. Moi, j'ai l'impression qu'à la fin, je parle plus de tabou, mais de non-dit. Et ce non-dit-là, c'est comme pour dire, c'est OK qu'on dise pas, parce que peut-être c'est pas encore le moment. Les non-dits, pour moi, c'est une question de temps, c'est-à-dire ça pourra être dit à un moment donné, alors que les tabous, c'est on n'en parle pas et ça n'a pas sa place. Donc pour moi, c'est différent. Et donc cette fin, pour moi, c'est vraiment un silence partagé et un cadeau qui est donné au personnage de Fatima qui est très symbolique, en fait, finalement, parce que c'est incarné et parce que, du coup, la mère, pour moi, la mère lui dit c'est OK, quoi. Et je sais ce que tu aimes et je sais ce que tu as envie de faire de ta vie. Et ça, c'est très beau. Moi, c'était très important de finir avec cette image-là de la mère et de la fille. Parce qu'aussi, on a grandi avec des représentations qui sont très stéréotypées de la femme lesbienne qui est triste, qui est malheureuse et que rien ne bouge avec sa famille et que rien ne bouge nulle part. Moi, j'avais envie de donner aussi de la tendresse, de l'amour et de l'espoir, pour dire ça de manière très bateau. Merci beaucoup. Avez-vous un projet de société idéale? Merci pour cette question. Un projet de société idéale, oulala. Bah, non, j'ai pas de projet idéal, mais ce que je pourrais dire, c'est que j'aimerais une société plus multiple, plus libre, plus attentionnée, plus empathique, plus silencieuse. Parce que j'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas et qu'à chaque fois qu'il y a une libération de parole en France, il y a des réactions. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, qui est en mouvement, dès qu'il y a des luttes qui commencent à prendre forme, il y a une réaction en face et ça me rend perplexe. Donc, ma société idéale, ce serait l'effacement des discriminations, mais bon, c'est vraiment idéal, quoi. Merci. Je sais que pour plusieurs personnes qui racontent leur environnement dans la famille qui est un peu difficile, il y a beaucoup de honte et aussi de peur de ce que les autres vont penser par rapport à leurs parents. Et du coup, est-ce qu'en écrivant ce livre, est-ce que vous avez jamais eu honte de votre histoire ou de la raconter à quelqu'un? Et si oui, est-ce qu'en écrivant ce livre, ça vous a aidé? Merci pour cette question. Moi, je crois qu'en l'écrivant, je me sens plutôt fière. Et je peux plus... je me sens forte et fière. Et j'ai beaucoup souffert de la honte. J'en ai vraiment beaucoup souffert. Du coup, j'ai l'impression que ça a vraiment transformé mon rapport à mes multiples identités. Je ne sais pas si c'est passé seulement par ce roman. Je pense qu'avant, il y a eu vraiment un travail de rencontre aussi, c'est-à-dire que j'ai pu me rencontrer des personnes où j'avais l'impression que pendant tout ce temps, elles n'existaient pas et que j'étais la seule femme lesbienne, maghrébine, musulmane. Donc ça m'a vraiment aidée de rencontrer des personnes qui avaient de multiples identités, qui avaient des parcours différents des miens, mais qui se ressemblaient en même temps. Ça m'a fait me dire c'est possible.
Et surtout, ça m'a fait me dire, tu peux aussi réussir à t'aimer avec ces identités-là. Non seulement parce qu'il y en a d'autres qui les partagent, mais aussi parce que les autres les aiment, tes identités. Et en fait, c'est juste que la société te pousse à te détester, à te rejeter, à avoir honte. Et s'il n'y avait pas toutes ces normes, et s'il n'y avait pas tout ce climat anxiogène, en fait, on ne grandirait pas dans la honte. On se construit pas on construit pas notre propre honte. La honte, elle vient de ce qu'on nous apprend, de comment on nous afflige. Et, et oui, je pense que ça m'a libérée ce roman aussi. Il m'a transformée et il m'a permis, en fait, jamais j'aurais pu penser qu'un jour je prendrais la parole sur tous ces sujets-là, publiquement. Ça transforme complètement la vie parce que moi, pendant longtemps, je ne me suis pas formulée, c'est-à-dire j'ai su très très tôt que j'étais lesbienne quand j'étais en CM2 et je ne l'ai pas dit jusqu'à mes 18 ans. Donc ça fait tout un temps où, des années de vie où j'ai fait taire qui j'étais, où on m'a volé mon adolescence en tant que lesbienne, par exemple, et où j'ai performé de la féminité, où j'ai performé l'hétérosexuel. Ça, c'est très difficile parce que, pour sortir de ça, c'est très difficile. Et donc, je suis très, très fière de pouvoir en parler de cette manière-là. Même aujourd'hui, je suis super émue d'en parler avec vous parce que vous êtes la relève. Merci. Donc, j'avais une question pour reprendre ce que vous venez de dire par rapport au fait que, en quelque sorte, on est la relève. Est-ce que vous sentez donc que ce livre, parce on comprend qu'il y a beaucoup de messages et beaucoup de messages d'identité aussi dans ce livre, est-ce que vous sentez qu'il y a, exactement comme vous l'avez dit, un message de relève de moi, j'ai réussi à surpasser tout ça, à votre tour de ne pas vous laisser prendre par la société en quelque sorte? J'aurais tendance à dire, en fait, il y a deux choses dans la question. D'abord, moi, cette histoire, je dis souvent que c'est une histoire que j'aurais aimé lire quand j'étais adolescente. Donc le fait d'écrire ce roman et de le publier, et que des personnes s'en emparent, et que des adolescentes, des adolescents, ont accès à ce roman-là et se disent, OK, donc ça, ce parcours de cette personne-là d'il y a 10 ans, moi, je vais le vivre autrement. Ça me rassure, parce qu'aujourd'hui, il y a une libération de la parole, il y a vraiment un truc qui se passe. Moi, j'ai fait plein d'interventions dans des collèges et dans des lycées, et quand les ados, ils me parlent d'identité de genre, qui sont hyper conscientisés sur des trucs. Moi, à l'époque, j'étais genre incapable. Donc, c'est pour ça que je parle de relève. Il y a vraiment un truc différent qui se passe, que j'ai l'impression que la jeunesse, vraiment, il y a des choses que nous, on n'arrivait pas à avoir. Des choses il était impossible pour nous d'avoir accès à ces choses-là. Parce qu'on était encore en tout cas moi, par mon parcours, hein, dans vraiment ces tabous, quoi. On n'était pas sortis des tabous. Là, quand je vois qu'on en parle, c'est incroyable. Mais du coup, moi, je fais attention aussi, par ailleurs, à ne pas être une porte-parole. Je ne veux pas être la porte-parole de la jeunesse de banlieue musulmane, maghrébine, homosexuelle. Parce que j'ai pas les épaules et parce que je me sens légitime qu'à mon endroit. C'est-à-dire que moi, mon parcours, c'est le mien. Et je sais que d'autres parcours sont complètement différents. Et donc, j'ai pas de recette. Je peux pas dire à la jeunesse aujourd'hui, affirmez-vous, faites votre coming out. Je pourrais jamais dire ça parce que je sais que chaque parcours est unique, que ça dépend de vraiment beaucoup de choses. Ça dépend de où on a grandi, de nos familles, de nos connaissances, de nos liens avec les autres, d'énormément de choses. Donc, je veux pas donner de recettes, mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis heureuse que la jeunesse ait accès à ce roman et je suis heureuse de partager ça avec la jeunesse. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus important dans mon rôle d'écrivain. D'être dans le partage et d'ouvrir des discussions et dire en fait, même si vous n'avez pas envie d'entendre parler de cette histoire, je l'impose et faites avec. D'accord, merci beaucoup. Alors souvent, les livres, ils prennent vie quand ils sont entre les mains des lecteurs aussi, et on les redécouvre alors qu'on les a écrits d'une manière et on a voulu transmettre certaines choses, et en fait, entre les mains des lecteurs, ils vivent une autre vie. Est-ce que parfois, vous aviez été surprise des retours de lecture de jeunes, justement ?
Merci pour cette question. J'ai eu, alors c'est très 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 juste, c'est-à-dire que moi, beaucoup de rencontres que j'ai fait avec mes lectrices et mes lecteurs, jeunes ou plus âgés, on m'a fait des retours d'interprétation de lecture qui étaient très fortes, auxquels moi, je n'avais pas pensé en l'écrivant et en terminant. Et je trouve ces moments-là très touchants et très, très fins, en fait, j'ai envie de dire. Par exemple, la fin de l'histoire avec la mère, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Mais est-ce que vous pouvez nous parler de la fin? Qu'est-ce qui se passe? On a envie d'avoir la suite, par exemple. » Et donc moi, je dis « Mais pour moi, c'est ça la fin. » Il y en a d'autres qui ont pensé que le geste de donner un carnet à la mère qui donne un carnet à Fatima pour son anniversaire, c'était une manière de lui dire « Écris-moi ce que tu as envie de me dire. » Donc moi, j'y avais pas du tout pensé. Il y en a d'autres qui ont pensé que ce livre-là, c'était une manière de dire à Fatima tu peux publier ce roman. Donc il y a vraiment plein d'interprétations comme ça qui enrichissent notre travail, que nous, on ne peut pas percevoir, qu'on n'imagine pas, qu'on ne met pas dans l'écriture et qui sont des choses qui peuvent être aussi très inconscientes. Ça porte énormément et en fait, ça me conforte dans l'idée que la littérature, c'est vraiment tous les possibles, quoi. Et c'était vraiment important pour moi, la lecture de chaque lecteur et lectrice, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation d'une lecture possible, en fait. Pour moi, il y a vraiment de multiples interprétations de ce qu'on peut écrire et c'est pouvoir, en fait, se dire, il va naviguer, il va voyager, ce roman, il va être lu par plein de personnes avec des parcours tellement différents. Certaines vont s'attarder, par exemple, sur les moments d'adolescence. Moi, j'ai trouvé ça très, très fort, que beaucoup de personnes, en fait, mais de tout âge, et m'ont dit: «Mais en fait, le passage avec, à la prépa avec cet enseignant, j'ai vécu quelque chose de similaire». Et donc je me dis: «Alors, comment on en arrive à là?» C'est-à-dire qu'on a tous un souvenir, quasiment, hein, pour les personnes que j'ai rencontrées, d'école, d'enseignants, où on s'est senti humilié, ou alors au contraire, où on s'est senti porté. Et je trouve ça très beau et très universel du coup, parce que moi, on pense que mon roman est finalement très figé sur des identités et des particularités, mais en fait, moi, mon roman, il est universel. Je parle de l'adolescence, je parle de la quête identitaire, je parle des amours, des amitiés, de la famille. Et ces sujets-là, en fait, on peut tous s'en emparer. Et en étant au plus proche de ce qu'on a envie de dire, j'ai l'impression que c'est la meilleure manière de toucher des personnes, des lecteurs et des lectrices, qui vont se reconnaître aussi parfois juste par des odeurs, des couleurs, des sentiments. Par exemple, les trajets en transport, c'est pareil, c'est quelque chose où on peut s'attarder, on peut se dire, mais moi aussi, j'ai pris les transports et j'ai regardé les gens et puis j'ai vu cette femme monter, et puis donc voilà, je dirais ça. Mais je crois que je me suis un peu éloignée, mais je dirais ça. Dans le roman, vous mentionnez que Fatima est une erreur et un accident. Et, et vous choisissez de lui donner ce prénom Fatima qui est assez important et qui renferme une importance. Est-ce que ce serait pas un peu une contradiction? C'est-à-dire que vu que disons elle est une erreur, mais en même temps elle a une importance, elle doit vivre un nom qu'elle n'a pas forcément choisi. Merci pour cette question. Je pense qu'il y a à la fois le sentiment d'être une erreur parce qu'elle n'a pas été désirée, parce qu'elle n'a pas été voulue et pensée. Donc à ce moment-là, oui, elle a grandi avec l'idée qu'elle n'a pas à être là, en fait, qu'elle n'a pas été désirée, donc qu'il n'y a pas de... donc pourquoi je suis là si j'ai pas été désirée? Il y a vraiment cette construction aussi avec l'idée de pas être désirée, donc d'être là, donc pas à sa place parce que pas désirée, pas à sa place dans la société, pas à sa place nulle part parce que pas désirée au départ. Mais il y a aussi l'idée que ses parents voulaient un garçon. On ne sait pas trop qui d'ailleurs, on ne sait pas si c'est la mère, si c'est le père qui voulait un garçon. Mais en tout cas, il y a vraiment ces deux trucs. Il y a vraiment l'idée, je suis un accident et en même temps, si je n'avais pas été un accident, ça aurait été mieux que je sois un garçon. Ça aurait été mieux pris. Donc il y a ça. Ensuite, par rapport au prénom, je pense que c'est encore un ajout de responsabilité, le prénom. C'est-à-dire qu'il y a déjà ces deux choses, de ne pas être un garçon, de décevoir les parents parce qu'on n'est pas un garçon.
et d'être un accident parce que pas désiré. Et en même temps, on lui rajoute le fait qu'elle s'appelle Fatima et qu'elle va devoir représenter la fille du prophète, la plus jeune fille du prophète, qui est une personne exemplaire et donc un modèle. Et donc Fatima, elle se sent obligée de devoir être un modèle. Donc il y a vraiment une charge, une charge en plus de tout ça. Moi, j'ai une question. Combien de temps permet l'œuvre à être publiée? Combien, pardon, j'ai pas entendu le début. Combien de quoi? Combien de temps a mis l'œuvre à être publiée? Alors, moi, je l'ai écrit pendant 1 an et demi et ça a duré... Alors, attends, je réfléchis. 2020, il est sorti en août 2020. Alors, moins d'1 an pour qu'il soit publié, c'est-à-dire il y a eu au moins 6 mois où il y a eu un retravail. J'ai retravaillé le texte avec mon éditrice, donc un travail de collaboration. Ensuite, il y a eu une personne qui a corrigé, c'est-à-dire qui a relu tout le texte, qui a corrigé. Donc les épreuves ont été envoyées et ensuite ça a été encore recorrigé. Je devais encore dire est-ce que là c'est ok, est-ce que tout est bon. Et ensuite il y a tout le moment de comment, la couverture, le choix du visuel et la fabrication du coup du roman. Donc à peu près un peu moins d'1 an, je dirais, avant qu'il soit publié et 1 an et demi à l'écrire. D'accord, merci. Vous avez, désolé, vous avez justement parlé de la couverture. Pourquoi vous avez choisi celle-là? Merci pour cette question. Alors en fait, il faut savoir qu'on nous propose plusieurs illustrations. Donc moi, vous savez, on m'a proposé, je sais pas, au moins une dizaine d'illustrations où j'ai demandé à ce que ce soit pas celle-ci. Et en fait, à la fin, on m'a montré celle-ci. Et avant, il y avait une grosse bombe. On m'a proposé une grosse bombe et j'étais là, mais qu'est-ce que ça veut dire une grosse bombe? Non, je veux absolument pas cette couverture-là. On m'a proposé une araignée ou un cafard, je sais plus trop, dans un bocal enfermé. C'était bizarre. Et une cage avec, je sais plus si c'était un oiseau ou pas, mais en tout cas, voilà, que des trucs un peu bizarres. Et donc, j'ai dit non à chaque fois. Et quand on m'a envoyé cette illustration-là, j'ai été émue et sensible à cette couverture parce que je trouve qu'elle est douce, je trouve qu'elle apporte autre chose, que c'est moins chargé, que c'est moins symbolique, justement. Et en même temps, j'aime beaucoup cette petite rose rouge là, parce que j'ai l'impression que c'est elle, la petite dernière, quoi, qui est différente des autres, mais en même temps avec les autres. Donc je trouve ça très, très, très bien choisi à la fin. Mais on a dû un peu batailler. Ok, merci. Bon. J'avais encore une autre question. Vous avez évoqué plutôt l'idée donc d'écrire d'autres romans et de continuer du coup dans l'écriture. Est-ce que vous pensez faire vos prochains romans dans dans la même idée de pouvoir en quelque sorte combattre les normes de la société, dans l'idée de révéler un peu pas les problèmes de la société, mais en quelque sorte les problèmes qu'il y a au niveau de l'islamophobie, de l'homophobie, d'identité? Merci pour cette question. Ce que je peux répondre, c'est que j'écris en fonction de ce qui m'anime. Je pense pas en termes de problèmes de société, mais je suis très en lien avec le réel. Et donc, j'écris à partir de ce qui me met en colère, de ce qui me touche, de ce que j'ai tu, de ce qui me semble invisible, et beaucoup de ce qui me questionne, en fait. Et c'est du coup forcément en lien avec le monde actuel, puisque je suis une personne vivante au XXIe siècle, donc il y a quelque chose de très vibrant avec mon regard d'écrivain, en fait. Avec mon regard d'écrivaine sur le monde, je suis obligée d'être connectée à ce qui se passe. Et en même temps, c'est pas détaché de ce que je peux ressentir et ce que je peux vivre moi intimement. Donc oui, je pense que ça va continuer à être quelque chose un peu
lié au cri, lié au besoin de prendre la parole très fortement, ou en tout cas lié au fait que j'ai envie d'explorer plein de choses, que j'ai envie de me questionner encore, que j'ai envie de permettre aux autres de se questionner. Et je pense que le premier, ça a été vraiment une manière pour moi de mettre un pied dans le plat et de trouver une voie, de trouver comment je pouvais transformer mon texte en fiction, etc. Et je pense que le deuxième, oui, ça va être vraiment dans la continuité en tout cas de questionnement. Je ne sais pas si ça va être tout le temps lié à l'identité, etc. Mais je pense qu'il y a des fils à tirer encore de cette première histoire. Et aussi, ce que j'ai pu constater avec la réception, c'était de me dire, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, alors j'ai envie de retaper un coup de poing sur la table et dire, en fait, bah, j'ai envie de parler de ça et on va en parler, et cette fois-ci, vous n'allez pas passer à côté de ça. Ok, merci beaucoup. Je fais une deuxième question. Croyez-vous que ce livre représente le rapport de force entre la libération personnelle et ce que la société établit? Merci. Bah, je pense qu'en tout cas, oui, il y a en fait le fait que je mette mon personnage dans beaucoup de situations différentes de discrimination, mais aussi de réconciliation, de conciliation d'identité. Il y a forcément un moment donné où on se dit, ok, ce personnage-là, il est vivant et il se confronte à la société de manière tendue parfois, de manière moins tendue à d'autres moments. Mais en tout cas, on voit bien que c'est un personnage qui est en train de à la fois se développer dans cette société-là, mais en train de se rendre compte du fait qu'elle n'a pas sa place et du fait qu'elle est jamais totalement à sa place. Donc forcément, il y a ce truc de j'existe, donc je vais me libérer et je vais en imposer et je vais pas me taire et je vais pas faire ce que vous attendez de moi, donc je vais pas tout mettre à la poubelle, donc je vais pas effacer mes identités, au contraire, je vais en faire une force et je vais les épouser et je vais les concilier pour vous dire ça existe et c'est possible, et pour vous dire on peut pas faire autrement en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit être ok en fait, on doit juste être ok avec les existences des personnes. Donc oui, il y a forcément ce... Ouais. Merci. Comment les gens ont réagi à ce livre? Pardon, j'ai juste pas entendu le début. Comment les lecteurs ont réagi à ce livre? Toujours pas entendu. C'est comment je suis arrivée à ce livre, à écrire ce livre. Oui, mais aussi comment les lecteurs ont réagi à... Pardon, comment les lecteurs ont réagi. Ok. En fait, il y a eu un peu tout. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de personnes qui se sont reconnues dans cette histoire. Tout un pan, j'ai envie de dire, de la société qui m'a dit je me reconnais dans tel passage, dans cette construction, dans cette quête d'identité. Beaucoup de personnes qui m'ont remercié de faire exister cette histoire. Après, il y a eu beaucoup de questions autour de qu'est-ce que ce personnage-là, il est un peu dans tous les bords en fait, il est dans tous les côtés. Donc pourquoi ce personnage-là n'est pas juste lesbienne ou n'est pas juste musulmane? Et donc il fallait donc que je dise en fait, c'est justement ça l'histoire, c'est de pas être juste ça ou ça, c'est d'être ça, et c'est possible et ça existe. Donc j'ai vraiment eu ça. Après, moi, je trouve que en fait, les lecteurs et les lectrices, c'est des moments assez incroyables, hein. Il faut le dire, c'est vraiment le moment qu'on attend quand on a écrit, quand on a passé 2 ans à écrire. Moi, c'est le moment que j'ai attendu. Donc c'est vraiment le moment le plus enrichissant, parce qu'on nous apprend des choses sur ce qu'on a écrit, mais parce qu'aussi c'est le moment où on est sorti de cette solitude et on peut enfin se regarder, quoi, et regarder ce qu'on a fait et avoir un avis sur ce qu'on a écrit et savoir en quoi ça touche et pourquoi ça touche pas à certains moments et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. C'est le seul moment en fait de consécration de l'écriture. Merci. Est-ce que votre livre a suscité des réactions de haine du fait que vous soyez musulmane, lesbienne, etc.? En fait, il y a eu un passage où, pendant la promo, il y a eu un moment de polémique. Mais le livre en soi,
je crois pas que ça. Enfin, si, il y a toujours des personnes qui comprennent pas bien la démarche et qui, du coup, sont soit extrêmes dans un sens ou d'un autre, c'est-à-dire, mais tu peux pas être musulmane si t'es lesbienne, ou alors, si t'es lesbienne, pourquoi tu veux être musulmane alors que c'est une religion qui criminalise, comme certains ont pu le dire, l'homosexualité. Donc ça, j'y ai été confrontée directement, et puis j'y ai été confrontée à une longue polémique qui a fini par s'estomper. Une question. Dans le livre, vous dites que vous étiez la seule fille dans un groupe d'amis de garçons. Est-ce que dans la vie réelle, ça a été le cas? Si oui, comment vous vous sentez par rapport à ça en étant la seule fille dans un groupe de 6 garçons? Alors, oui, dans mon parcours, j'ai été amie avec des garçons, et j'ai été la seule. C'est un truc, je suis partie vraiment d'une base, oui, si on peut dire autobiographique, dans la mesure où j'avais envie de questionner ce que ça faisait justement. La question est très pertinente, j'avais envie de questionner qu'est-ce que ça fait de se construire en étant parmi les garçons quand tu es une fille. Et ce roman, il raconte justement le fait que pendant un moment, c'est pas grave parce qu'avant la puberté, c'est pas grave si tu es une fille, c'est comme si tu agis comme un garçon, tu resteras un garçon. Mais après la puberté, ça commence à être compliqué parce que du coup, on te rappelle que tu es une fille. Et du coup, où est ta place dans un groupe de garçons? Quelle place jouer en fait? Donc moi, ça m'a permis de me questionner encore une fois, de voir que la société est binaire, qu'il n'y a pas de place en fait, qu'il y a juste des questions de normes et d'assignation à un genre en fait. Et ça, c'est très étouffant en fait. Moi, j'ai trouvé ça étouffant pendant l'adolescence et même après, de se dire mais parce que t'es une fille, t'auras pas ça, ou parce que t'es une fille, c'est mal vu de faire ci ou de faire ça. Et de relier toujours ça à oui, mais l'amitié, fille, garçon, c'est pas possible, ou alors. Enfin, ouais, c'est des questions très, très complexes. En tout cas, ça m'a permis de me dire où est ta place. Je sais pas aller où ma place, hein, mais en tout cas de me dire cherche ta place, où est ta place. D'accord, merci. J'ai une autre question, cette fois-ci par rapport aux questionnements, les questionnements que vous avez fait par rapport à votre religion et votre orientation sexuelle. Est-ce que vous croyez que être quelqu'un de croyant pourrait passer pour un autre côté que celui qu'on considère normal, c'est-à-dire de suivre certaines règles religieuses, mais plutôt passer pour le côté spirituel? Est-ce que vous croyez que lorsque vous suivez votre religion, vous êtes plutôt d'un côté à comprendre la religion, d'un côté spirituel, plutôt que de suivre certaines normes religieuses ou voilà, pardon, c'est un peu long. Non, c'est pas long, c'est très bien. Merci pour cette question. Comme je le raconte un peu dans le roman, c'est-à-dire que moi, mon personnage et moi-même, nous nous sommes convertis à l'islam, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet héritage et cette transmission de la famille, des parents aux enfants, en fait, de l'islam et de la pratique, que moi j'ai re-questionné, que j'ai épousé finalement avec mon libre arbitre, j'ai envie de dire, et avec toujours un côté très, très, très spirituel, en fait, avec une foi énorme, avec une connexion avec Dieu qui transcende un peu tout. Donc après, très clairement, par rapport à la pratique, moi j'ai un rapport à cette religion qui est de me dire si je crois en Dieu, je passe du temps avec Dieu en fait. C'est-à-dire que pour moi la pratique elle est importante parce que c'est une manière pour moi, en fait comme je le raconte dans le roman, c'est-à-dire il y a ce truc de on peut pas aimer quelqu'un sans passer du temps avec. Et il y a une relation ça se construit, et donc la relation à Dieu, ma relation à Dieu et la relation du personnage à Dieu, c'est une construction, c'est-à-dire ça se construit petit à petit. C'est du temps passé à parler avec Dieu, c'est du temps à prier, c'est du temps à jeûner, c'est une connexion directe. Donc la pratique, je l'extrais pas de ma vie. Par ailleurs, pour tout ce qui est tension que je raconte dans mon roman lié à l'homosexualité, c'est plus en tension aujourd'hui. Pour moi, c'est juste quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui, pour moi, ma pratique dans la religion et le fait que je sois homosexuelle,
que je relationne avec des femmes, c'est plus un problème. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai calmé, que j'ai rendu serein, vivable. J'ai une autre question par rapport à ceci, c'est quelle est votre relation avec vous-même? Est-ce que cette relation avec vous-même a amélioré après ce livre ou pas du tout? Oui, je pense que vraiment, la relation avec moi-même, elle a pas mal bougé. Mais ça, vous savez, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir écrit ce livre, cette histoire, ou si le fait que ça a été accueilli par mes lectrices et mes lecteurs. J'ai du mal à penser que c'est seulement parce que je l'ai écrit. S'il y a quelque chose qui s'est réparé, c'est parce que ce que j'ai écrit a été reçu. Et c'est parce que d'autres personnes ont pu se reconnaître. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça, ma réparation. Ma réparation, c'est de pouvoir me dire, j'ai fait exister une histoire qui n'est pas seulement la mienne, mais qui est l'histoire de plein d'autres personnes. Et en ça, je peux dire que je suis sortie en quelque sorte de la honte. Et donc, ça a réparé le conflit qui était en moi et le fait que je ne m'aimais pas suffisamment. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis musulmane et que je suis fière d'être musulmane et que je suis lesbienne et que je suis très fière de l'être et que je m'aime avec toutes ces identités-là. Donc clairement, il y a quelque chose de l'ordre du conflit qui s'est rétabli. Alors, on va bientôt terminer. Je voudrais vous poser une question qu'on pose à tous les auteurs de Macondo. Si vous aviez une œuvre à recommander, un artiste, un groupe de musique, un film à recommander à nos élèves, ce serait lequel? Ou, je dis une œuvre, ou un artiste, ou un film, ou un groupe de musique. Pas tout, hein, mais si vous aviez quelque chose à recommander à nos élèves, ce serait quoi? Alors, un livre que j'ai commencé à lire, que j'ai pas encore terminé, mais qui a déjà commencé à me faire pleurer, qui s'appelle Adieu ma honte. C'est un récit de Wissem Belkacem. C'est un récit qui raconte l'histoire d'un jeune homme homosexuel encore, qui vient de banlieue en Aix-en-Provence, qui est footballeur en fait. Et il raconte l'homophobie existante et la masculinité toxique dans le football et l'impossibilité du coup d'être footballeur parce que c'est un milieu qui est étouffant en fait et qui demande d'être comme ci ou comme ça. Et donc ça raconte aussi son rapport à la famille, son rapport à sa mère, son rapport à la ville dans laquelle il a grandi, au foot, à ses relations. Et c'est vraiment, vraiment un récit incroyable. Moi, j'ai lu 60 pages et j'étais en larmes quasiment à toutes les pages. Ça m'arrive pas souvent, même si je suis très sensible. Mais vraiment, il est énorme et je pense pareil, je pense qu'il touche à des endroits qui sont invisibles aujourd'hui et qui sont très importants. Voilà. On voit très bien les ponts qui seront faits avec le football ici dans nos contrées. C'est des sujets qui nous touchent à toutes et tous. Donc, très bonne recommandation pour nous documentalistes, à nos collègues. On le commandera. On essaiera de le faire parvenir jusqu'ici. Excusez-moi, là j'ai une petite question aussi, Fatima. Parfois, on est chargé d'information, mais aussi d'orientation. Et donc, on entend parler de votre master en écriture, mais vous avez abordé rapidement la prépa. Donc, je voulais connaître un petit peu, parce que là, on a quand même des élèves qui sont vraiment extrêmement sensibles à l'écriture. Et si on ne seront pas tous des écrivains, ils seront peut-être de grands lecteurs. Donc, je voulais savoir quel était votre parcours, finalement, juste après le bac, quelle prépa, et ce master, où était-il? Alors, merci pour cette question. Moi, après le lycée, j'ai fait une licence de lettres. En fait, j'ai fait une prépa, mais je ne suis pas du tout restée longtemps. Je suis restée quelques mois et c'était insupportable pour moi de travailler sous la pression. C'était trop gros pour moi. J'étais incapable de rester à cet endroit-là. Donc, j'ai fait une réorientation et je suis allée à la fac. Je suis allée à l'université à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, pour faire une licence de lettres modernes. Et donc, j'ai étudié pendant 3 ans la littérature française. Et ensuite, j'ai postulé au master de création littéraire qui est à Saint-Denis, à Paris 8, pas loin de Paris, pas loin de la capitale. Et du coup, ce master-là, il est sélectif. En fait, il y a un dossier à construire, envoyer en fait des pages d'écriture, en fait un projet d'écriture à peu près 10-15 pages pour avoir un aperçu sur comment on écrit et
une sorte de CV, de lettre de motivation pour un peu contextualiser ce qu'on écrit, comment ça peut être reçu dans le champ littéraire aujourd'hui, en 2021. Donc, il y a ça. Et ensuite, si vous êtes admissible, il y a un oral pendant lequel, en fait, c'est plutôt pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. Et donc, après ça, soit vous êtes admis et c'est super, soit non. Mais il y a une possibilité de repostuler l'année d'après, en fait. Donc, c'est un master qui est important parce que ça a permis à pas mal de personnes de publier, pas forcément juste après le master, mais quelques années après. Et donc, ça aide beaucoup. Et je pense que le fait d'avoir un cadre et un regard et des personnes dans la promo, d'autres étudiants qui vous conseillent et qui vous disent, bah, là, ça marche pas, c'est très, 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 très important, en fait. Parce que c'est difficile et de finir un projet, mais aussi d'écrire tout seul et de pas avoir d'avis ou juste les avis de ses amis qui sont toujours un peu c'est super ce que tu fais. Là, au contraire, on a un regard critique, des regards critiques et c'est très important. Merci beaucoup. Et donc, le prix des Arts Occultibles, ça a été une consécration formidable, non? J'étais très, très, très heureuse de recevoir ce prix, notamment parce que j'ai été très, très accompagnée par les Inrocks, notamment Nelly Caprialian qui avait fait une interview avec moi de ce roman, en fait, dès le début, en fait, juste avant la sortie du roman. Et c'est vrai que moi, j'étais très heureuse et très, très encouragée dans ce que je faisais. Et ça a été très, très bien reçu. Et donc, c'est vrai que c'est très fort comme moment. Pas seulement d'avoir un prix, mais vraiment comment on regarde notre texte, c'est quelque chose de très fort. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, désolée. Dans le roman, vous parlez et la discussion évolue par rapport à l'amour qu'on donne à un autre. Et est-ce que ça vaut la peine de le donner, même si l'autre ne le donne pas? Vous parlez de Fatima et de ses amis qui sont homophobes. Aussi, vous citez un auteur qui dit qu'il ne croit pas en l'amour à un sens. Et puis à la fin, on voit que la mère a dit on ne donne pas l'amour parce qu'on le reçoit. Qu'est-ce que vous pensez que Fatima, comment vous pensez que le Fatima a évolué avec ça et qu'est-ce que vous en pensez vous par rapport à ça? Merci pour cette question très, très, très pointue sur tous ces passages, très intéressants. Bah, je pense que pour moi, en tout cas, ce qui était important, c'était de pouvoir de parler d'un amour pas réciproque, ou en tout cas d'un amour qu'on ne comprend pas bien. Souvent, j'ai eu l'impression de lire des histoires dans lesquelles il y avait deux personnes qui se rencontraient, c'était le coup de foudre et ça marchait. Donc j'avais envie d'arriver avec un nouveau schéma, en fait, de déconstruire le schéma de la réciprocité et du bonheur éternel et de la famille, etc. Donc j'avais envie de parler de la complexité de ce qu'on peut ressentir à un moment donné et de ne pas forcément passer par la consommation actuelle, redondante qu'on a tous les jours, mais de passer par justement le fait que parfois on n'a pas ce qu'on veut à tel moment, mais que parfois ça peut mettre du temps et qu'on sait pas, en fait, on sait pas bien si cette relation n'est pas réciproque ou si c'est pas le moment. Et le passage avec la mère, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que en fait, que la mère vient directement critiquer la société patriarcale en disant ça, c'est-à-dire qu'elle dit mais il faut être avec, enfin il faut pas faire attention au fait qu'on nous aime pas, il faut aimer sans attendre en retour. Je trouve que c'est hyper intéressant, ça va aussi avec l'idée de réciprocité où tout est parfait, où forcément on doit attendre qu'on nous donne si on donne quelque chose. Et donc pour moi, il y a vraiment l'idée de parler à différents endroits et sous plusieurs angles de l'amour en fait. Et de créer des possibles comme on ne les a pas vus et qui sont plutôt des trucs où on se dit c'est pas la peine d'en parler, c'est pas très beau. Mais c'est plus complexe du coup. Peut-être que c'est pas très beau, mais c'est plus complexe et plus intéressant à aborder. Merci. Alors peut-être quelques questions de mes collègues, peut-être que même ont des questions ou des retours de lecture, des commentaires. Moi, j'étais très percutée par le livre et j'ai eu instantanément envie de le faire lire. Est-ce que vous autres, vous auriez un commentaire de lecture à faire à Fatima, ou pourquoi pas un élève aussi, ou si vous aviez une question que vous voudriez poser?
Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on l'a choisi pour notre première sélection du prix Macondo, c'est que l'univers dont vous parlez, il est absolument totalement inconnu à nos élèves. Et l'univers de la banlieue, le fait d'être maghrébine, musulmane, lesbienne, bon, peut-être qu'il y a des élèves, mais c'est totalement étranger à nos sociétés latino-américaines. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce choix, en plus de la force du texte. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ce livre. Merci beaucoup à vous. Très bien. Bon, bah écoutez, on va, à moins que une dernière personne souhaite intervenir, on va s'arrêter là. Un grand message pour les élèves. C'est un peu le moment fort du prix Macondo qui va bientôt se terminer puisqu'il reste 2 semaines de lecture intense, puis de vote pour votre roman préféré. Donc, c'est super que vous soyez arrivés jusque-là. Vous avez vraiment joué le jeu. Merci beaucoup à celles et ceux qui se sont lancés pour poser des questions. Ça a été des lectures vraiment intenses et bouleversantes là, toutes ces dernières semaines. Donc, de ce projet qui est né d'une envie un peu folle de notre part, c'est vraiment chouette de votre part d'avoir joué le jeu et bon courage pour ces 2 semaines de lecture et pour le vote du prix, donc qui sera décerné dans la 3e semaine de juin. Pardon, il y a Kyo qui voudrait poser une dernière question avant. Vas-y, Kyo. Oui, ma dernière question. Sachant que nous, on est habitué, on a une habitude avec l'eurocentrisme, on est habitué historiquement à voir des personnages européens et à ne pas les être choqués, même s'ils sont à 10 000 km de distance. C'est nous. Mais est-ce que vous, comme étant du nord de la planète, ça vous choque de vous rendre compte que maintenant vous êtes en train de donner une conférence à des gens qui habitent à 10 000 km de chez vous et vous vous dites waouh, quand même mon livre est arrivé très très loin. Merci pour cette question. Alors non, ça ne me choque pas. Moi, je suis surtout très émue, en fait. Et je trouve ça assez incroyable, en fait, de pouvoir créer des liens, tisser des liens d'un continent à l'autre. Et je trouve ça hyper beau. Et je suis, de voir que mon voyage à ce point, non, je suis juste très flattée, très heureuse et très fière. Ça me choque pas. Je pense que ça peut rencontrer aussi un public d'ailleurs. Et je pense que voilà, tant qu'on ouvre un livre, on peut se connecter à ce que l'auteur, l'autrice essaye de transmettre. Je voudrais savoir si vous avez une traduction en espagnol du livre, parce que je voudrais l'offrir à quelqu'un qui ne parle pas français. Alors, il y a une traduction qui est en cours, il n'est pas du tout encore publié, mais je pense que ça devrait être pour l'année prochaine, je crois à partir de novembre 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et il y aura une tournée aussi en Espagne pour rencontrer des lecteurs et des lectrices. Donc, c'est en cours. Bon, ça va sans dire qu'on vous invitera évidemment dès que les liaisons aériennes le permettront. Une petite tournée en Amérique latine. Bah, je serais très très heureuse, hein. Je rêve d'y aller, donc ce sera un oui avec grand plaisir. J'ai hâte de ce moment de pouvoir voir les gens en vrai, pas derrière leurs écrans. C'est déjà très émouvant comme ça, mais j'ai hâte de pouvoir le faire. Ouais, là ce sont presque plusieurs centaines de lycéens qui ont lu La Petite Dernière et les 4 livres du prix Macondo. Nous, on n'a jamais mis autant de livres dans les mains d'élèves de 15 ans. Donc, on est très contente aussi. On est super émus. Et vous, les élèves, un dernier mot, c'est aussi l'occasion, ces rencontres, de vous voir, même si c'est par écran, mais entre différents lycées, non de Montevideo, Buenos Aires, ici, on a eu des élèves de Rio aussi, et pour les autres, on aura sans doute
quelques élèves de La Paz et de Santiago. Donc voilà, merci encore à celles et ceux qui ont joué le jeu. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup Fatima d'avoir répondu à nos questions si gentiment. Merci à vous, merci beaucoup pour ce temps d'échange et pour toutes vos questions. Et bravo les lycéens et les lycéennes. Je ne sais pas si à votre âge j'aurais réussi à en lire autant. Vraiment, merci pour ce partage. Vraiment, merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée, Fatima. Merci.